parle d'éclosion lorsqu'un animal sort de son œuf ou lorsqu'une fleur ou une graine s'ouvre. Éclosion signifie également l'apparition, la manifestation de quelque chose qui naît, qui sort de sa coquille, de son enveloppe. Dans ce podcast, je tends le micro à toutes celles qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Toutes ces femmes que l'on croise un jour dans sa vie, avec leur histoire, leur remise en question et leurs convictions. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore mode de vie plus durable et respectueux. Elles nous racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Prépare-toi à écouter l'histoire d'une femme inspirante, car oui, chaque récit de vie est source de grand apprentissage. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast. Je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Bienvenue dans ce nouvel épisode captivant, je l'espère. Un épisode un petit peu particulier car il s'agit de la rediffusion d'un live Instagram pour lequel j'ai été invitée à parler d'aménorrhée, un trouble du cycle dont j'ai longtemps souffert, ainsi que de TCA, trouble du comportement alimentaire. Dans cette discussion que je t'invite à rejoindre aujourd'hui, plonge-toi au cœur de l'aménorrhée et explore son lien complexe avec les troubles alimentaires. Découvre les nuances, ses implications sur la santé féminine et comment l'aménorrhée peut être liée aux habitudes alimentaires et à l'image corporelle que l'on porte sur nous-mêmes. Forte de mon expérience personnelle et intime et professionnelle, je partage dans cet épisode live des perspectives éclairantes et des conseils pour mieux comprendre et aborder cette interaction délicate entre le cycle menstruel et la santé mentale. J'espère sincèrement que cette discussion avec Emma, psychopraticienne spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, te permettra d'y voir plus clair sur ce trouble du cycle qu'est l'aménorrhée, encore très tabou, ainsi que sa relation étroite avec notre rapport à notre assiette. Pour compléter cet épisode, je t'invite également à découvrir les témoignages de la playlist Nos cycles, qui sont également une ressource très précieuse pour mieux comprendre le cycle féminin, les menstruations et l'absence de menstruation. N'oublie pas que je partage également des informations précises à ce sujet sur ma chaîne YouTube qui porte le nom d'Alexandra Portail Hygiène de vie. Enfin, j'ai conçu tout un catalogue de modules de formation accessibles en temps et en budget à toutes afin de continuer à comprendre le fonctionnement de notre cycle menstruel et à apprendre comment remédier à certains troubles du cycle tels que l'aménorrhée. Tu trouveras l'ensemble des liens nécessaires à la poursuite des explorations dans la description de cet épisode. N'oublie pas de la dérouler. Je te souhaite à présent une très belle écoute. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation autour donc, du thème de l'aménorrhée. Alors je te présente rapidement, en quelques mots, tu es naturopathe et tu es la créatrice du podcast Éclosion. C'est comme ça que je t'ai connue, c'est même pas sur les réseaux. Comme quoi le podcast ça peut être très puissant pour rencontrer des personnes autour des thématiques qui nous intéressent. Et donc tes sujets de prédilection, c'est l'écologie, le mode de vie slow et la santé des femmes, notamment autour du thème de l'aménorrhée. Donc c'est le thème de notre échange. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur ton parcours, comment t'en es venue à la naturopathie, comment t'en es venue à t'intéresser à ce mode de vie aussi qui est loin de celui qu'on connaît en ville, hyper speed, etc. Alors pour me décrire un petit peu plus, je pense qu'il y a deux mots qui restent vraiment gravés en moi, c'est la notion de cycle et la notion d'écologie. Donc la notion de cycle, c'est vraiment la notion de cycle dans sa globalité, le cycle de la vie de manière générale et les différents cycles au travers lesquels on passe et on évolue. Et le cycle de la nature, notamment forcément, dans lequel on est confronté, alors on parle de confrontation, mais je pense que maintenant que j'en ai vraiment conscience, j'ai de vraiment vivre avec le cycle de la nature et le cycle des saisons, ce qui m'apprend moi aussi à adapter mes comportements. Et puis nécessairement le cycle de la femme,
ce qui rejoint un petit peu toutes mes activités un peu plus, on va dire, professionnelles, notamment avec mon histoire autour du cycle dont je parlerai juste après. Et puis la notion d'écologie, c'est la notion d'écologie vraiment, encore une fois, dans sa globalité, c'est l'écologie de tout l'écosystème, de la nature et l'écosystème dans lequel on vit, on évolue nous en tant qu'être humain et auquel on fait partie. Au même titre et ni plus ni moins que les autres éléments de l'écosystème, à savoir la faune et la flore, et les champignons, les bactéries, tout ce qu'on ne voit pas mais qui pullule sous nos pieds. Et notre écologie intérieure, donc savoir comment on fonctionne, savoir justement être conscient au fur et à mesure des différentes étapes par lesquelles on passe et du coup comment nos besoins également évoluent et comment ils évoluent et comment on peut les respecter, donc finalement comment on peut respecter notre écologie intérieure. Donc voilà, et du coup, quand je garde en tête ces deux mots-là qui me portent beaucoup, en fait, ça me permet derrière de mettre en place différentes activités professionnelles, extra-professionnelles, personnelles. Alors tu as parlé de naturopathie, en effet c'est une partie de ce que je fais, donc je me permets de te reprendre, mais je suis pas naturopathe, j'exerce en tant que naturopathe, j'essaye de me détacher au maximum des identités qu'on peut se mettre, je suis juste Alexandra en fait, à l'instant T, et donc j'exerce en tant que naturopathe, ça veut dire que voilà, je fais des consultations, etc. Et comme tu l'as dit aussi, j'ai la casquette de créatrice et de productrice de podcast, donc j'ai 2 émissions, l'une c'est Éclosion, alors je permets de préciser également c'est Éclosion par hygiène de vie parce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'il y a une émission qui s'appelait Éclosion et c'est pas du tout la mienne, donc c'est Éclosion par hygiène de vie, et puis donc plutôt autour de qui est né en fait au tout départ de la naturopathie. Je partageais des choses autour de la naturopathie, de la santé naturelle, des piliers de l'hygiène de vie, et qui a évolué au fur et à mesure de mon évolution, à savoir au travers des différentes thématiques sur les troubles alimentaires, sur le cycle féminin. Et puis du coup à côté j'ai une émission que j'ai démarrée un peu plus tard qui s'appelle Une graine germe et sur laquelle je parle plus de sujets engagés au titre de l'écologie, donc tout ce qui est transition écologique, économique et sociétale. Pour moi les deux en fait s'entrecroisent, mais je viens comme ça aussi peut-être parler à 2 publics différents qui des fois aussi se rejoignent. Voilà, et puis après, de manière plus personnelle, je suis très attirée de plus en plus sur toutes les activités autour de justement de la transition écologique, des modes d'agriculture régénérative, comment régénérer le sol pour le cultiver avec respect et pour se nourrir nous aussi avec respect et plus de vitalité. Tout en gardant un bilan positif dans la nature et ne pas être juste en train de puiser les ressources de la nature. De toute façon, tôt ou tard, ça va nous retomber à la figure. Et pour répondre à ta question initiale qui était comment j'en suis venue à la naturopathie, en fait, moi j'ai un parcours tout départ d'ingénieur en biologie parce que j'ai toujours été intéressée par le fonctionnement du corps humain. Et puis j'ai fait mon parcours d'ingénieur, voilà, un peu l'autoroute qu'on nous donne parce que ça se passe bien à l'école. Et puis au fur et à mesure, donc je suis passée par différentes phases de vie avec des ruptures de contrat, des voyages à l'autre bout du monde, des remises en question, des découvertes d'autres choses, etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir en fait vraiment par hasard la naturopathie au travers d'un livre. Et j'ai bien aimé, j'ai accroché sur le principe en fait d'essayer d'aller rechercher la cause des choses au lieu de mettre toujours un pansement sur quelque chose justement. Moi qui avais un parcours un petit peu d'ingénieur, j'ai problème-solution, j'aimais bien trouver où était la route cause en fait des choses. Donc ça m'a un petit peu accroché et j'ai commencé à dévorer plusieurs livres de naturopathie jusqu'un jour à me dire je vais me former de manière à être sûre de ne pas uniquement choisir la naturopathie grâce à couverture de livres et un beau résumé accrocheur, mais vraiment en sachant ce qu'est la naturopathie. Donc je me suis formée et puis après, une fois la formation terminée, je me suis lancée en tant que naturopathe et j'ai après au fur et à mesure développé différentes activités sur le sujet. Et c'est n'est qu'après qu'est venue vraiment la notion d'expertise en santé de la femme et en cycle féminin. La petite anecdote assez drôle que je raconte quand j'interviens en école de naturopathie et que je forme certains stagiaires, c'est
De dire qu'au départ, comme tout le monde, je veux me dire spécialisée en quelque chose parce que c'est comme ça que j'ai trouvé plus de clients, etc. Le côté se rassurer que notre activité fonctionne et puisse nous permettre de vivre et continuer à la réaliser. Donc je disais ouais je suis experte, enfin pas je suis experte mais je me spécialise en tout cas dans la santé digestive, etc. Et puis en fait j'avais des clientes, mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que il y avait certaines clientes avec lesquelles le feeling passait vraiment bien. Je m'éclatais en consultation, je me sentais vraiment pertinente parce que j'étais dans mon flow en fait. Et le retour était très très bon et en fait le point commun c'était des points de mon histoire tout simplement. Et c'est comme ça qu'en fait ça m'a permis de me dire je vais faire de mon histoire qui était à la base quelque chose que je renfouissais en moi, que je n'assumais pas, que j'ai très rarement, très tardivement assumé finalement, à savoir les troubles alimentaires et les troubles du cycle, donc l'aménorrhée. Et je me suis dit, je vais en faire une force, je vais vraiment m'appuyer dessus, puisque finalement j'attire comme un aimant ce type de clientèle sans le demander. Moi, je me trouve plus à l'aise et plus dans mon flow quand j'accompagne ce type de personnes, donc ce n'est pas pour rien. Donc voilà, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, après j'ai complété mes connaissances pour avoir des connaissances un petit peu plus élargies et pas rester uniquement sous le spectre de mon expérience personnelle, parce que ça peut être aussi dangereux de s'appuyer uniquement sur ce qu'on a vécu. Donc ça peut être un point fort comme aussi une faiblesse. Donc voilà, j'ai complété et puis voilà, ça m'a amené à ce que je fais vraiment aujourd'hui dans la naturopathie. D'accord, merci beaucoup. J'avais ma question suivante, finalement tu y as un petit peu répondu, enfin tu l'as amorcé. Je me demandais quel lien tu fais justement entre l'écologie au sens transition écologique, mode de vie plus slow, etc., la consommation en fait, et la santé mentale et la santé des femmes en général. Un peu cette thématique de écologie intérieure, extérieure, quel lien tu fais avec ces deux évolutions-là? En fait, depuis que je vis vraiment à proximité de la nature, à la campagne, je suis confrontée, donc pour le coup c'est un mot positif pour moi, mais je fais face au cycle de la nature. Et en fait, moi, ça me permet de mieux accepter mes propres cycles. À savoir, quand je suis fatiguée, par exemple, au lieu d'être dans le mode autoroute, automatisme, faire, parce que c'est prévu, un mode un peu hyperactif, hyper productif, qui est éreintant et épuisant et qui fait partie de mon identité depuis tellement d'années, et je sais que je ne suis pas la seule. C'est pas pour rien que je suis tombée dans certains troubles alimentaires, etc. L'hyper-contrôle, etc. Et là, j'accepte mieux de me dire non, t'as besoin de repos, regarde à travers ta fenêtre, tu n'es pas seule, et c'est pas parce que derrière, que dehors rien ne se passe, que les arbres perdent leurs feuilles, que rien ne se passe justement. Au contraire, le repos est nécessaire. Et donc voilà, c'est comme ça que ça me permet de relativiser. Bien que la santé mentale, d'un autre côté, plus je prends conscience des choses en termes d'écologie, plus je me suis confrontée aussi à des problématiques d'éco-anxiété. Donc voilà, je deal avec ça, je passe à l'action pour essayer de réduire mon éco-anxiété. Et puis j'essaie de relativiser en me disant aussi que la nature prend son temps, et moi, chaque chose dont je prends conscience doit aussi prendre le temps de cheminer en moi, de la prise de conscience jusqu'à la mise en action. Chacun a son rythme, chacun sa temporalité. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je navigue entre ces deux grandes notions, écologie et cycle. Et cycle, ok, merci. Et donc pour revenir au thème vraiment principal qu'on a choisi pour cet échange, on aurait pu en choisir plein d'autres en fait, on le voit parce que tu as un panel très riche d'intérêts en fait, de sujets qui t'intéressent, qui te passionnent et que tu explores. Mais là, on a choisi l'aménorrhée. Enfin, je te l'ai proposé parce qu'on peut faire le lien avec les troubles alimentaires que tu as déjà évoqués. Et c'est le sujet principal de mon compte. Donc, ça fait vraiment le lien entre nos deux métiers, nos cœurs de métier aussi. Et puis pour les personnes qu'on accompagne, comme ça, nos deux communautés pourront trouver de quoi s'enrichir aussi à travers cet échange. Mais l'aménorrhée, c'est un peu un mot, déjà on a du mal à l'écrire, on peut avoir du mal à le prononcer, et on a encore plus de mal parfois à savoir ce que c'est vraiment, alors qu'on peut être concerné
par l'aménorrhée, mais ne même pas mettre un mot dessus, tout simplement parce qu'on ne le connaît pas. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'aménorrhée et aussi nous dire pourquoi est-ce qu'on parle parfois aussi d'aménorrhée au pluriel, les aménorrhées? Est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'aménorrhées? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? C'est vrai que c'est un mot, des fois on ne sait pas du tout comment l'écrire, donc ça montre tout à fait que c'est quelque chose qui n'est pas très très connu, bien que beaucoup de femmes en souffrent. L'aménorrhée, c'est tout, donc avec 2 R et 2 E, c'est tout simplement l'absence de menstruation. C'est pas l'absence de cycle, parce qu'effectivement, en fonction de l'aménorrhée, des fois on a quand même un cycle, mais c'est le fait de ne pas saigner. Donc ça, c'est l'absence de menstruation, c'est l'aménorrhée. Ensuite, on parle d'aménorrhée au pluriel, et ça, je l'ai découvert bien après, et encore une fois, je pense que c'est très peu connu. Moi, j'ai souffert d'une aménorrhée, et je pensais que c'était la seule qui existait, à savoir l'aménorrhée hypothalamique. Or, ce n'est pas la seule. Les aménorrhées, en fait, correspondent aux différentes causes qui génère l'aménorrhée. Moi, je dis souvent que l'aménorrhée, c'est la partie visible de l'iceberg. J'en ai déjà d'ailleurs fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment le fait, on se rend compte qu'on ne saigne pas, donc c'est ce qu'on voit. Donc on est en aménorrhée. Mais ça, c'est un peu le symptôme, c'est ce que l'on voit, quoi. Derrière, ce qui cause et ce qui a engendré l'aménorrhée, eh bien, la cause peut être complètement différente d'une femme à une autre. Et donc forcément derrière, ça va faire en sorte que déjà les solutions à mettre en place sont différentes et l'accompagnement va être différent également. Et en fonction des aménorrhées, si c'est une aménorrhée hypothalamique, potentiellement on va être carrément en absence de cycle, le cycle est complètement off. Si c'est une aménorrhée qui est par exemple plutôt due à une pathologie du cycle comme le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, et bien là, potentiellement, on a un cycle. C'est juste que les cycles sont tellement irréguliers, tellement longs, qu'on a des périodes d'absence de menstruation, donc des périodes d'aménorrhée. D'accord, ok. Rien que ça, c'est super intéressant parce que ce que tu dis, c'est vraiment c'est hyper pertinent du fait que l'aménorrhée, c'est juste un symptôme, enfin juste entre guillemets, mais qu'il s'agit d'aller vraiment creuser, en fait, encore une fois, trouver la cause de la cause. Et c'est ça qui... ouais, d'accord. Alors justement, juste pour revenir sur ça, déjà, de manière générale, on vit tous, toutes plutôt, des aménorrhées dans notre vie de femme. On a des aménorrhées qui sont dites complètement physiologiques et que l'on peut expliquer naturellement, et puis il y a des aménorrhées qui sont, elles, pathologiques, dues à des dérèglements et des problématiques. Et les aménorrhées physiologiques, en fait, c'est tout simplement déjà la jeune fille qui n'est pas encore sous cycle, avant sa ménarche, donc elle n'a pas de saignement, c'est normal, elle n'a pas de cycle. Donc ça, c'est une aménorrhée qui est tout à fait normale. Ensuite, il y a l'aménorrhée de la femme qui est en grossesse, en gestation. Voilà, donc là, elle est en aménorrhée et c'est totalement normal. Et ensuite, il y a l'aménorrhée due à l'allaitement, la lactation. Ça, c'est aussi normal, il y a une autre hormone qui est sécrétée par le corps et qui empêche la reprise du cycle. C'est naturel, c'est parce que déjà un allaitement, c'est épuisant pour une femme. Donc si elle pouvait retomber enceinte, on se rappelle que de manière naturelle, la contraception n'existe pas. Donc on pourrait très bien retomber enceinte naturellement dans la vie et dans la nature. Si on reprend le cas des chats, des chiens, etc. Donc le corps est bien fait, on sécrète une hormone quand on est en train d'allaiter, qui est la prolactine, et qui a pour effet non seulement de provoquer l'allaitement, de créer cette lactation, mais en parallèle de bloquer le cycle, tout simplement pour préserver le corps de la femme. Et puis ensuite, il y a l'aménorrhée de fin de cycle de femme, à savoir la ménopause. Et ça, c'est encore une fois une aménorrhée qui est complètement naturelle. Ouais, d'accord. Oui. Je vois bien ce que tu veux dire. Et dans le cas des aménorrhées qui ne sont pas liées à ces périodes de vie très spécifiques qu'on comprend bien dans la vie d'une femme, si c'est plutôt lié très de manière très, très concrète en fait à une perte de poids par exemple ou à la pratique d'un sport intensif, on voit souvent des sportifs de haut niveau en aménorrhée. Là, c'est pas anodin, c'est pas normal physiologiquement, ça s'explique pas par une grossesse, etc. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les répercussions finalement sur le corps? Parce que c'est pas si anodin que ça d'être en aménorrhée. Il faut savoir que le cycle menstruel, il est
il est généré par plein d'hormones dans le corps, des hormones, ce qu'on appelle des hormones sexuelles, des hormones hypophysaires hypothalamiques, donc c'est les hormones qui sont sécrétées par le cerveau et notamment par la partie hypophysaire hypothalamique du cerveau. Les hormones sexuelles, on connaît souvent hein, les oestrogènes, la progestérone, la testostérone, etc. C'est ce qu'on appelle les hormones sexuelles. Donc ça, ce sont des hormones qui sont directement en lien avec la génération justement du cycle menstruel et de sa régularité, de ces fameux symptômes prémenstruels, etc. Mais on est régi, nous, par plein d'autres hormones dans le corps. En fait, notre corps, il fonctionne grâce à une fluctuation de centaines d'hormones. Et toutes ces hormones-là, même si elles viennent agir sur des parties différentes du corps, sont toutes liées entre elles, vont toutes avoir des répercussions. S'il y en a une qui est sécrétée en plus, nécessairement, ça va impacter une autre hormone qui va être peut-être sécrétée aussi en plus ou en moins. Donc, ça va avoir des répercussions sur d'autres parties du corps. C'est ce qu'on appelle les boucles de rétrocontrôle positives ou négatives. Donc, pour essayer d'équilibrer, donc le corps, il recherche toujours cette notion d'équilibre, l'homéostasie. Je prends souvent l'image d'un funambule sur son fil. Il est toujours, quel que soit le contexte, en train de trouver son équilibre. Donc, notre corps, il fait la même chose pour préserver sa vitalité. Et donc, si jamais, un jour, il y a un peu trop d'hormones, il va essayer de rééquilibrer sur une autre hormone. Alors, c'est bien cette recherche d'homéostasie, mais quand c'est quelque chose d'aigu, donc à durée déterminée, mais quand ça se prolonge et que ça devient chronique, là, les dérèglements hormonaux persistent et peuvent être problématiques, en effet. Donc des dérèglements hormonaux, et donc pour répondre à ta question sur l'impact, donc si on est en aménorrhée pathologique, c'est que forcément on a un dérèglement hormonal au niveau des hormones sexuelles, soit en trop, soit pas assez, soit pas du tout. Donc maintenant que j'ai dit ça, on peut facilement comprendre derrière que ça va forcément impacter d'autres sphères dans le corps. Et à titre beaucoup plus direct, si on parle par exemple d'aménorrhée qui est engendrée par une absence, par une insuffisance, voire une absence de sécrétion d'œstrogène, hein, qui est les hormones qui arrivent en début de partie de cycle, une absence d'œstrogène peut avoir des répercussions sur le fonctionnement du système cardiovasculaire. Donc on peut être sujet à des crises cardiaques, tout simplement, mais de manière très impactante. Ou encore le renouvellement des cellules osseuses. Donc beaucoup de femmes qui souffrent d'aménorrhée depuis très longtemps, on conseille très très fortement d'aller faire des examens de densité osseuse en fait, pour voir s'il n'y a pas d'ostéopénie, d'ostéoporose qui s'est installée, et donc d'affaiblissement du squelette de manière précoce aussi. Sur les autres aspects de son corps, comme tu disais, l'ostéoporose par exemple. C'est vrai que quand on n'a pas ses règles et qu'on a 20 ans, pour X ou Y raison, mais admettons pour un sous-poids en lien avec les troubles alimentaires, on pense pas nécessairement à l'ostéoporose. On a 20 ans, on se dit c'est une maladie de personnes âgées. Et en fait, non, ça peut très bien, en tout cas, être provoqué en lien avec cette absence de règles. C'est important d'en parler, c'est un sujet qui est tabou parce que qui dit pas de règles peut aussi... l'image que l'on peut se faire aussi, c'est je suis une personne infertile, donc je suis pas une vraie femme. Je suis soit une petite fille,
Donc en fait, on ne grandit pas vraiment, soit au contraire, on peut aussi se dire je suis une vieille quoi déjà, en fait, en gros, je suis déjà en ménopause. Donc il y a toute l'image de soi là qui se développe autour de ça. Il y a le côté je ne peux pas assouvir le besoin peut-être de mon conjoint, qui est à savoir de concevoir un enfant, parce que je suis pas en possibilité de procréer. Et puis comme tu le disais aussi, en fait il y a souvent la première chose, c'est on n'a pas conscience de l'importance d'avoir un cycle, ne serait-ce que pour notre fonctionnement, pour notre santé, et que notre cycle, c'est avant tout le miroir de notre santé. Avant de vouloir être une femme, de vouloir procréer, etc., c'est avant tout notre santé, en fait. Parce que si on n'a pas un cycle correct, ça veut dire qu'effectivement, il y a un déséquilibre hormonal qui a des impacts sur notre santé. Et ça, en fait, c'est même auprès des médecins, alors sans vouloir tous les mettre dans le même sac, mais moi, en tout cas, je reprends juste mon expérience personnelle, et puis ce que je peux aussi rencontrer auprès de mes clientes, c'est souvent, qui dit aménorrhée dit juste je n'ai pas de règles, donc vous ne pourrez pas tomber enceinte. Mais le jour où vous voulez tomber enceinte, revenez, on va vous donner une petite pilule, donc à savoir des hormones de synthèse, et puis on va forcer l'ovulation, ou on va vous mettre la fameuse pompe GnRH, donc une hormone du cerveau également, pour forcer le cerveau à lever les barrières, on va dire. Donc, et ça, c'est pas naturel en fait, et c'est juste en plus un pansement. Donc en fait, on ne vient pas résoudre les problématiques d'équilibre hormonal dans le corps. Ah tu vois, je connaissais pas du tout ce que tu as évoqué. Si on peut y revenir un petit peu après, parce que je crois que je te demande à un moment donné, j'ai prévu de te demander comment on sort de tout ça. Mais du coup, il y a des propositions quand même purement médicales, on va dire, plus... Ouais, ok, je savais pas du tout. Je sais pas si tu veux qu'on creuse cet aspect-là maintenant, si tu veux nous énoncer un peu qu'est-ce qu'on nous propose en fait. Comment ça se passe un parcours? Toi tu le sais parce que tu l'as vécu, mais aussi par rapport au vécu de tes consultantes. C'est quoi un peu le parcours typique, là où vraiment on a rencontré sa gynéco, etc. Les examens, j'imagine qu'il y a un bilan sanguin, peut-être des échographies, ce genre de choses. C'est quoi un peu le parcours diagnostique et le parcours médical qui va être proposé derrière en solutions qui ne sont finalement que des pansements? Petit intermède musical pour te rappeler qu'il t'est possible de soutenir ce podcast et de le faire rayonner autour de toi en le dorant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et en y associant ton commentaire. Mais aussi et surtout en le partageant à ton entourage. Ce petit geste a un énorme impact sur la mise en avant de cette émission. Aussi, tu peux découvrir le reste de mon travail tel que mon livre Plus jamais malade, un guide pratico-pratique en santé naturelle, auto-édité, ou encore mon programme Ciao Pilule pour accompagner en douceur l'arrêt de la contraception hormonale en te rendant sur mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci pour ton écoute et maintenant je te laisse rejoindre le fil de notre conversation. Du coup, déjà, comme je disais au début, il y a plusieurs aménorrhées. Donc, en effet, avant tout, il faut comprendre d'où vient l'aménorrhée. Généralement, c'est vrai que généralement, il peut y avoir des parcours d'accompagnement médicaux, mais c'est souvent en lien avec un objectif derrière qui n'est pas forcément de retrouver ses règles pour retrouver ses règles, mais de tomber enceinte, par exemple. Donc, pour tomber enceinte, on va mettre en place des choses qui vont vous permettre de tomber enceinte. A fortiori, vous allez du coup devoir avoir un cycle pour tomber enceinte, mais ça ne va pas forcément rétablir le cycle de manière durable. Le parcours. Donc, la première chose déjà, c'est si on observe, si là une femme nous écoute et elle observe qu'elle a une absence de menstruation depuis plus de 3 mois consécutifs, alors 3 mois ou 3 cycles, parce qu'il y a des femmes, ça dépend. Si jamais c'était une femme à la base qui avait un cycle très régulier, donc voilà, tous les 32 jours, c'était le tempo, c'était comme ça, et que là, depuis 3 cycles, il n'y a plus cette régularité, parce qu'il n'y a plus du tout d'absence, dans ce cas, déjà, elle peut commencer à se poser la question il y a un truc qui cloche. Si à la base, c'était une femme qui avait plutôt des cycles assez irréguliers, qui en avait,
tout de même, mais un coup c'était 28, un coup c'était 35, un coup c'était 42, etc. Là, on a une latence un peu plus importante, on va se dire, c'est au bout de 6 cycles, ça veut dire que 6 cycles moyens. Si elle avait un cycle de, entre 28 et 35 jours, et ben tous les 32 jours, s'il n'y a pas eu de cycle pendant 6 fois, là, comme ça, là, elle peut aussi se poser des questions. Donc la première chose, c'est d'essayer de trouver un gynéco ou une sage-femme ou un médecin qui comprennent que c'est important de saigner, en fait. Déjà, ça, c'est une première chose. Et c'est pas forcément simple. Et c'est de trouver, en fait, dans la démarche, c'est de se dire, je vais essayer de comprendre, du coup, d'où vient mon aménorrhée, encore une fois, pour savoir la cause de la cause. Donc, les parcours, c'est prise de sang, en effet. Prise de sang pour aller voir, alors, généralement, la base qui est faite, c'est plutôt en dosage d'hormones, des hormones sexuelles, œstrogènes, progestérone, prolactine, cortisol, la thyroïde également, parce que la thyroïde, c'est la chaudière de notre corps, c'est elle qui génère toutes les hormones, donc il peut y avoir un problème thyroïdique qui peut engendrer derrière un déséquilibre hormonal, donc des hormones sexuelles. Donc on va essayer de trouver les causes. Moi, souvent ce que je vois, c'est que ça va pas beaucoup plus loin dans l'examen, et moi j'aimerais bien en tant que naturopathe, et c'est ce que j'ai poussé à faire moi quand j'étais cliente de médecin, c'était de dire je veux aussi une prise de sang qui reflète mon bilan nutritionnel, savoir où est-ce que j'ai des carences potentielles, micronutritionnelles, où ça en est au niveau de mon taux de gras. Parce que, et tu parlais tout à l'heure de troubles alimentaires et d'excès de sport, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les hormones, notamment les hormones sexuelles, sont synthétisées à partir du cholestérol, de ce foutu gras, dont on se prive beaucoup quand on est sujette à des troubles alimentaires et quand on fait du sport, beaucoup en excès, qu'on soit addict ou non au sport, et si en plus derrière on cumule troubles alimentaires ayant pour effet compensatoire un excès de sport, forcément derrière on a un IMG, donc un indice de masse grasse qui chute, et ça c'est très mauvais en fait pour la synthèse de nos hormones. Donc derrière avoir un bilan lipidique qui nous permette de savoir en fait si on a suffisamment de gras, et est-ce que ça vient pas justement d'un déficit en gras, qu'on ne vient pas correctement synthétiser nos hormones sexuelles. Donc il y a tout ça. Moi par exemple aussi, comme le cycle démarre dans le cerveau, donc démarre dans la partie hypophysaire hypothalamique, c'est là-dedans que ça lance le signal, pour l'autoroute cerveau-ovaire, savoir s'il n'y a pas un dysfonctionnement ici. Donc généralement ce qui peut se faire, ce sont des IRM pour voir s'il n'y a pas une tumeur quelque part, etc. Et ensuite, en parallèle, voir s'il n'y a pas un dysfonctionnement en bas, au niveau plutôt de la sphère utérine et ovarienne. Parce que s'il y a un dysfonctionnement en bas, ça peut aussi être une des causes en fait d'une aménorrhée. Ça peut très bien fonctionner en haut, mais dysfonctionner en bas, donc des dysfonctionnements organiques. Ça peut très bien dysfonctionner en haut, par contre fonctionner en bas. Et donc en fonction, on voit ça peut nous donner des idées sur quel type d'aménorrhée on a. Enfin, de quel type d'aménorrhée on souffre plutôt. Et puis, dans mon cas, titre personnel, moi, ça fonctionnait de manière organique, ça fonctionnait bien en haut, ça fonctionnait bien en bas, mais c'est le trajet qui fonctionnait pas. L'autoroute était bouchée, en fait. Et là, c'est ce qu'on appelle l'aménorrhée hypothalamique, en gros. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas de tumeur en haut ni en bas, il n'y a pas d'SOPK, il n'y a pas d'endométriose, il n'y a pas d'insuffisance ovarienne précoce, il n'y a pas tout ça. Mais le signal ne passe pas parce que le cerveau n'envoie pas de signal. Et il n'envoie pas de signal parce que, charge mentale, santé mentale, etc., etc. Et là, c'est compliqué parce que, tous ces sujets-là émotionnels sont des sujets de fond qui sont toujours complexes et longs, en fait, à accompagner. Alors après, il y a aussi toujours, notamment, si en plus on a des troubles alimentaires, etc., nécessairement on a aussi des carences qui affaiblissent le corps, qui l'épuisent. Si on est sujette au stress, on va avoir un excès de cortisol, et le cortisol va également... Le cortisol, encore une fois, c'est une hormone. C'est l'hormone du stress. C'est pas un méchant, on a besoin de cortisol pour se lever le matin, donc faut arrêter de croire que le cortisol c'est un méchant.
On en a besoin, mais effectivement, si on règne, si on vit autour de ça et qu'il n'y a que du cortisol dans notre corps, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'une hormone, donc forcément, nécessairement, derrière, c'est que ça va avoir une répercussion sur d'autres hormones, notamment des hormones sexuelles. Donc voilà un peu le parcours médical et de diagnostic en tout cas. Et après, en fonction de ce qu'on diagnostique, on voit ce qu'on peut faire. C'est quoi qui va être proposé, enfin qui peut être proposé? Il y a des pilules, des pilules miracles pour remettre le cycle en ordre. Comment ça se passe? Oui, il peut y avoir des pilules miracles. Alors, des pilules en fait avec des hormones sexuelles, des hormones de synthèse, de synthèse. On peut faire des tests en fait d'hormones progestatives, etc. pour voir si effectivement le fait de stimuler le corps, ça va faire redémarrer la machine. Donc des fois cette stimulation, la stimulation engendre un cycle. Quand on arrête la stimulation, rien du tout. Donc ça montre bien en fait qu'il y a un vrai manque dans le corps, mais que derrière ça n'a pas suffi à relancer la machine. Parfois ça suffit, il suffit juste de le petit starter et puis après ça dépend d'où on part en fait. Ce qui est plus mis en place pour les femmes qui veulent vraiment tomber enceinte, souvent c'est cette fameuse pompe à GnRH qui est la première hormone en fait qui rentre en cause dans la cascade hormonale du cycle féminin. Donc c'est vraiment dans la tête. Et pareil, encore une fois, c'est une stimulation, voir si en venant stimuler et apporter cette fameuse première hormone, ça enclenche la cascade. Mais la problématique de ça, c'est que, et si jamais on ne prévoit pas de faire un état des lieux de la santé vraiment et de la vitalité de la personne, ça veut dire qu'on force le corps à avoir un cycle. Mais si le corps, il n'a pas de cycle, c'est pas pour rien. Le cycle reproducteur, il faut savoir que c'est un élément secondaire pour le corps, pour l'être humain. C'est-à-dire que le cerveau, lui, il va toujours préférer la survie de la personne plutôt que de se reproduire. Quand on regarde la nature, les espèces qui se font manger, c'est les espèces faibles. Ces espèces-là ne vont pas avoir le temps de se reproduire, parce que sinon ils reproduiraient des espèces faibles. C'est pas ça qui va faire perdurer l'espèce. Il faut garder des espèces fortes. Donc ça veut dire que tant que le corps n'est pas fort, tant qu'il n'a pas la vitalité, la reproduction est mise de côté. Donc avant tout, avant de penser reproduction, il faut penser santé, sa vitalité, son terrain. Et donc forcer une machine qui est faible à fonctionner, à l'instant T, peut-être qu'on va atteindre un objectif, mais au détriment de quoi? Après, ce qui est important, c'est si jamais il y a des femmes qui souffrent d'aménorrhée depuis très longtemps et qui en plus ont été diagnostiquées avec une ostéopénie, une ostéoporose, là effectivement, c'est souvent recommandé par des gynécologues de prendre certaines hormones, notamment des oestrogènes, pour maintenir la santé squelettique de la femme. Et ça, c'est important. Pour le coup, ça reste des médicaments, mais c'est vrai que c'est un pansement qui, pour moi, est important. Alors, un pansement qui doit être réalisé en parallèle d'un travail de fond, de reprise de vitalité, bien sûr, et de guérison. Mais par contre, ça évite que le corps continue à s'affaiblir au niveau du squelette. Voilà. Et oui, j'avais noté aussi, parce qu'on entend très souvent parler d'aménorrhée en cas d'arrêt de pilule. Des femmes qui mettent plusieurs mois à retrouver un cycle, parfois même 1 an. Enfin, pas un cycle, mais à retrouver du coup des menstruations. Ça peut mettre très longtemps. Parfois, ça peut être des femmes qui étaient sous pilule en continu et puis qui l'arrêtent parce qu'elles veulent tomber enceintes ou parce que elles veulent changer de moyen de contraception pour se diriger vers quelque chose de plus naturel. Et puis, elles s'aperçoivent que au bout de 2-3 mois, il n'y a toujours rien qui arrive. Est-ce que tu en as des clientes qui se retrouvent aussi dans ce cas-là? En fait, elles ne soupçonnaient pas d'avoir un problème, en tout cas, et elles se retrouvent confrontées à ça, à l'arrêt de la pilule. Alors oui, et j'ai ce type de clientèle, je l'ai aussi moi vécu, mais il y a 2 choses différentes dans ce que tu dis. Déjà, la première, quand on arrête une contraception hormonale, donc une contraception avec hormones de synthèse, ça veut dire que tant qu'on prenait cette contraception, notre cycle naturel était complètement endormi. Donc quand on arrête cette prise, en fait, c'est un gros chamboulement pour le corps.
En fonction depuis combien de temps on prenait la contraception, parce que par exemple les pilules ça crée des désagréments, ça peut puiser dans des carences, ça peut puiser dans des réserves nutritionnelles, donc créer des carences, donc baisser la vitalité. Ça peut créer aussi ce qu'on appelle une perméabilité intestinale, donc des problématiques d'assimilation au niveau des intestins, etc. C'est un médicament en fait, la contraception, donc ça peut avoir les effets secondaires des médicaments. Et donc l'arrêt de cette béquille, des hormones de synthèse, forcément c'est un peu comme Bambi quoi. Au bout d'un moment, le corps il se casse la figure. Donc il faut lui laisser le temps en fait de retrouver, de recouvrer même son cycle naturel. Et donc c'est un vrai état de chamboulement, la contraception. Alors ça se vit plus ou moins bien en fonction du terrain de la femme, de ce qu'elle met en place pour accompagner son arrêt de contraception, etc. Donc effectivement, des périodes d'absence de menstruation, donc d'aménorrhée durant la phase d'arrêt, c'est explicable par ce chamboulement. Je ne dirais pas que c'est une aménorrhée particulièrement pathologique. C'est juste le reflet qu'effectivement le corps est complètement chamboulé, que peut-être que la vitalité de la femme et son terrain n'étaient pas forcément optimales et qu'il faut savoir accompagner et renforcer le corps. Mais souvent ce que l'on voit et ce que je perçois, c'est que un arrêt de contraception, ça dure environ 1 an. Pendant 1 an, le corps, c'est un peu un yo-yo. On passe par différentes phases. Des fois, ça se passe nickel de A à Z, mais parfois, on va passer par j'ai un petit peu de boutons qui arrivent, j'ai une digestion un peu différente. Et puis, c'est aussi se retrouver en fonctionnement naturel. Et on découvre qu'on a des cycles, justement, et qu'on passe hormonalement et psychologiquement, émotionnellement parlant, et physiquement par différentes phases au cours du cycle. Donc, effectivement, il peut y avoir des absences de menstruation pendant cette année. Passé cette année-là, par contre, alors tu vois, 3 mois, pour moi, c'est à surveiller, mais c'est pas forcément pathologique en tant que tel. C'est à surveiller et vérifier qu'effectivement, c'est se dire, voilà, pourquoi mon corps, il est aussi chamboulé par l'arrêt de la contraception. C'est essayer de comprendre et mettre des choses en place pour le soutenir et le renforcer. Par contre, si cette aménorrhée au bout d'1 an de l'arrêt de la contraception perdure, c'est qu'il y a autre chose que la contraception qui se cache derrière l'aménorrhée, derrière l'iceberg là. La partie immergée, ce n'est pas que l'arrêt de la contraception, c'est autre chose. Et par exemple, c'est ce qui m'est arrivé. C'est parce que moi, j'ai eu plus de 10 ans d'aménorrhée. C'est maintenant, après avoir arrêté la contraception et que je me suis rendu compte que, en fait, je souffrais d'aménorrhée avant d'avoir pris la contraception. J'ai pris ma contraception hormonale quand j'étais ado, donc forcément, j'ai retrouvé un cycle qui est un faux cycle, mais des saignements. Ne comprenant pas comment ça fonctionnait, je saignais, j'étais tranquille. Et quand j'arrête la pilule, je me rends compte que je saigne toujours pas. Et c'est là que je fais le lien. En fait, je me suis dit, depuis que tu as pris la pilule, en fait, tu n'as jamais vraiment eu de cycle. Ton corps, il est toujours en aménorrhée, en fait. Et donc, c'est là que finalement, l'aménorrhée, on se dit, ne vient pas de l'arrêt de la contraception, mais d'un mal beaucoup plus profond que ça. Ouais, bah, tu fais bien de le dire, d'ailleurs, que même, lorsque tu avais la pilule, tu pouvais avoir des saignements. Et c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas un problème sous-jacent en fait qui s'est révélé lorsque tu as arrêté la pilule, parce que tout à l'heure on parlait des troubles alimentaires et moi j'ai souffert de troubles alimentaires pendant près de 10 ans. Je prenais la pilule et j'avais des saignements tous les mois et pour autant j'étais pas en bonne santé. Donc il faudrait pas que des personnes qui seraient dans cette situation en se disant ouais ok, tout le monde me dit que je suis en sous-poids, tout le monde me dit qu'il faut que je me reprenne, que je guérisse, etc. Mais j'ai mes règles. Donc, c'est que mon corps va bien, puisque ça fait vraiment partie des marqueurs de bonne santé. Mais, mesdames, si vous êtes sous pilule, vous pouvez très bien avoir des saignements. Et c'est pas pour autant que c'est des menstruations, que c'est un cycle, qu'il n'y a pas des carences derrière, et qu'il n'y a pas que vous êtes en bonne santé à l'intérieur, en fait. C'est des saignements, c'est des faux saignements, en fait. C'est des saignements dus à la chute, à l'arrêt de l'hormone de synthèse, donc une chute hormonale. Et on crée un faux saignement. Et donc, du coup, ça peut même être dangereux, entre guillemets, parce que finalement, la femme saigne alors que potentiellement, elle a déjà un corps qui est épuisé. Donc, ça puise encore plus dans ses réserves. Donc, à prendre en considération vraiment de manière assez importante. Après, c'est effectivement que moi, j'ai eu le cas pour moi, mais pour des clientes, c'est que la prise de conscience a vraiment été j'arrête la contraception et je me rends compte effectivement que sans cette béquille d'hormones de synthèse, mon corps ne sait pas avoir de cycle en fait, ou ne sait pas saigner. C'est qu'il y a un vrai problème derrière, ouais.
D'accord. Ouais, non, mais c'est important cette parenthèse parce que on sait très bien que les troubles alimentaires se nourrissent de n'importe quoi pour renforcer le déni et rester dans cette petite situation. Donc, faut pas faire de la présence de saignement un argument pour se laisser dire qu'on n'est pas malade, quoi. Se laisser penser et croire qu'on n'est pas malade et qu'on n'a pas besoin d'aide et qu'on n'est pas légitime aussi à demander de l'aide. Ça, c'est super important. Alors moi j'aurais bien aimé aussi qu'on parle de l'Aménorrhée Academy que tu as créée. Je te laisse en dire davantage, mais ce que j'ai vu c'est qu'il y a une partie qui est dédiée donc, aux personnes qui seront en situation d'aménorrhée, aux femmes qui sont en situation d'aménorrhée, et il y a une partie aussi qui s'adresse aux professionnels, peut-être naturopathes ou autres, en tout cas qui peuvent être en contact avec des femmes qui se retrouvent confrontées à cette problématique et qui ne savent pas forcément comment les accompagner. Donc il y a ce double cursus en fait, particulier professionnel on va dire. Oui, ça c'est la genèse de l'Aménorrhée Academy. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué. Alors, j'ai voulu en fait créer ce concept d'Aménorrhée Academy, ne serait-ce qu'en portant le nom d'Aménorrhée pour vraiment essayer de lever un maximum le tabou dessus, sur l'aménorrhée. Et puis l'idée c'était qu'en fait moi je pouvais pas accompagner toutes les femmes et que même si au travers du podcast j'en parle beaucoup et je donne beaucoup la parole aux femmes aussi au travers de la playlist Nos Cycles, donc c'est vraiment des femmes qui prennent la parole et qui racontent leur histoire autour des troubles alimentaires et de l'aménorrhée, enfin de l'aménorrhée et parfois des troubles alimentaires, parce que c'est pas forcément toujours en lien, mais parfois c'est l'aménorrhée est donc une conséquence du trouble alimentaire. Et donc du coup je me suis dit peut-être que le fait de former davantage d'autres professionnels, ça pourra avoir plus de répercussions et ils pourront plus accompagner les femmes ils accompagnent déjà des femmes. Et puis donc ça c'était vraiment effectivement la genèse. À l'instant T, j'ai un peu fait évoluer les choses. Maintenant, en fait, au lieu d'avoir une grosse formation qui était assez longue avec des modules, donc c'est vraiment des gros chapitres avec des vidéos, j'ai mixé en fait les formats, les médias pour essayer de m'adapter au maximum aux différentes sensibilité des personnes. Donc il y a de la vidéo, il y a de l'écrit et il y a de l'audio, et puis il y a des petites auto-évaluations pour essayer de voir si on a compris le module en fait. Donc c'était assez conséquent. Et en fait, du coup, ce que j'ai préféré faire, c'est tout diviser. Et en fait, chaque module est indépendant, enfin, et pas indépendant, mais en tout cas, peut s'acquérir de manière indépendante. Donc maintenant, quand on va sur mon site, on peut vraiment se dire, aujourd'hui, je suis intéressée par connaître le lien, vraiment, entre le poids et l'aménorrhée. Ou savoir quels sont tous les types d'aménorrhée et comment les diagnostiquer. Et donc, en fonction de ce que j'ai envie de savoir à l'instant T, je vais piocher le module que je veux. Et après, effectivement, pour les professionnels, parce que l'idée derrière, c'est de créer aussi une sorte d'annuaire national qui répertorie toutes les personnes, tous les professionnels, qui soient naturopathes ou autres types de personnes qui accompagnent des femmes qui peuvent être sujettes à l'aménorrhée. Eh bien, c'est de pouvoir, en fait, facilement, pour les femmes qui souffrent d'aménorrhée, savoir où est-ce qu'elles peuvent trouver ces professionnels-là, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué, en fait, de trouver des personnes qui sont formées à l'aménorrhée. Et donc du coup, l'idée en fait à la base de l'Aménorrhée académique était spécifique aux professionnels, c'était que tous les professionnels qui avaient suivi le programme rejoignaient l'annuaire. Aujourd'hui, en fait, vu que maintenant j'ai découpé tous les modules, et chacun, qu'on soit professionnel ou femme qui souffre d'aménorrhée, on accède au module comme on veut, indépendamment. Par contre, pour les professionnels, s'ils veulent rejoindre l'annuaire, il faut qu'ils aient suivi quand même tous les modules, voilà, pour qu'ils aient toutes les connaissances tout simplement. Après, j'ai d'autres projets, à savoir des choses plus en présentiel ou en distanciel, mais avec des accompagnements entre les professionnels en train de se former et les femmes qui en souffrent, qui souffrent d'aménorrhée. Mais voilà, c'est des idées que j'ai envie de mûrir et qu'il faut que je mette en place, et surtout que derrière, il faut qu'il y ait des personnes qui soient intéressées pour mettre en place, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc voilà, je suis en train de mettre ça en place tranquillement. Et puis, une autre chose aussi que j'ai récemment imaginée et mise en place, mais ça s'est pas encore déroulé, c'est issu un peu du podcast en fait. Je parlais tout à l'heure des épisodes Nos Cycles où il y avait une prise de parole, donc des témoignages de femmes qui souffrent d'aménorrhée.
Et en fait, il y a des personnes, une fois qu'elles ont... Enfin, j'ai beaucoup de retours de femmes qui me disent « Ah là là, j'écoute ces épisodes-là depuis quelques temps et en fait, ça m'a provoqué des déclics en moi. Et depuis, je ressens des retours de cycle où j'ai mis ça en place, etc. » Et en fait, ça aide déjà beaucoup les personnes de savoir qu'on n'est pas seul, en fait. Et de savoir ce qu'a fait notre femme et ce qui peut fonctionner pour moi, ça aide beaucoup. Et des fois, il y a des personnes, en fait, qui sont dans l'écoute et donc restent dans la passivité, donc j'écoute, j'acquiers des choses, mais j'ai pas encore l'envie ni le déclic, ni forcément aussi les moyens financiers de me faire accompagner individuellement. Pourtant, ce besoin collectif, il est là, donc du coup, j'imagine des séances collectives en fait, en disant que on va se faire comme des tables rondes entre femmes, de 6 à 8 personnes, et puis on vient discuter de l'histoire de chacune, et moi je viens animer ces séances-là, et puis apporter mon expérience personnelle et professionnelle, et puis les femmes entre elles aussi s'entraident, comme elles s'entraident au travers du podcast, mais autour d'une table ronde virtuelle, donc ce que j'appelais les séances collectives. Ok, ah oui, que tu ferais du coup de manière virtuelle, ce sera en visio. Ouais, ok. Ouais, tout à fait. Ok, super. Ah bah, c'est des super beaux projets. Enfin, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, on n'en a pas encore parlé, parce qu'on en entend beaucoup parler sur les réseaux, c'est 2 méthodes qui sont très mises en avant en rapport avec le cycle menstruel. Alors pas forcément que l'aménorrhée, mais aussi d'autres dérégulations du cycle. C'est la méthode all-in et le seed cycling avec les graines à consommer à certaines phases du cycle. On va manger, voilà. Enfin, toi, tu sais très bien ce que c'est, je pense, j'ai pas besoin de le réexpliquer. Tu vas peut-être en parler mieux que moi. Est-ce que tu peux justement nous rappeler les principes de ces 2 méthodes et les bienfaits? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu pourrais recommander, par exemple, dans le cadre des échanges avec les femmes qui sont sujettes à l'aménorrhée ou d'autres troubles menstruels? Alors la méthode all-in, c'est une méthode qui se base sur le principe de... En fait, quand on est en aménorrhée, c'est notamment une aménorrhée hypothalamique. Surtout, en fait, la méthode all-in, c'est surtout pour l'aménorrhée hypothalamique. Donc une aménorrhée qui est souvent engendrée par des troubles alimentaires, par de l'hypercontrôle, un épuisement du corps, etc. Parce qu'on contrôle son alimentation, on fait beaucoup de sport, etc. Donc méthode all-in, en fait, va essayer de contrebalancer tout ça en se disant tu manges ce que tu veux et t'arrêtes le sport. Si je caricature, c'est ça. C'est manger tout ce qu'on veut et notamment enlever toutes les restrictions alimentaires et arrêter les dépenses physiques pour que le corps reprenne de l'énergie. C'est ça le principe de la méthode all-in, en gros, dans les grandes lignes. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, notamment il y a Florence Gillet qui a pris la parole, qui fait des accompagnements de femmes qui souffrent d'aménorrhée hypothalamique en appliquant la méthode all-in. Elle a son compte Instagram et je l'ai invitée sur le podcast Éclosion par hygiène de vie. Donc on a fait tout un échange ensemble et on a essayé justement de confronter entre guillemets une petite battle entre la méthode all-in et la vision de la naturopathie, parce qu'en naturopathie on parle beaucoup de principes d'hygiène de vie, donc on vient mettre du contrôle dessus. Et moi qui ai la casquette à la fois de femme qui ayant souffert de troubles alimentaires et d'aménorrhée, et en même temps cette casquette de naturopathe qui m'a aussi permise de faire des choses, mais qui est un peu contradictoire, c'était intéressant de mener cette double discussion-là. Donc c'est un épisode qui est super intéressant parce que il vient nuancer en fait les principes de la naturopathie face à l'aménorrhée et les principes de la méthode all-in. À titre personnel, moi c'est quelque chose que je n'ai pas appliqué à la méthode all-in parce que ça me convenait pas d'aller dans les extrêmes, en fait, de passer d'un extrême à un autre, je mange rien et je me dépense beaucoup à je mange tout et je me dépense pas. Pour moi, c'était un grand écart et je ne pouvais pas faire ça en fait, c'était pas adapté. Il y a des femmes qui se sentent capables de le faire et du coup derrière, forcément ça peut aider aussi, ça aide le retour du cycle parce qu'on reprend de l'énergie, on reprend du gras. Mais il faut que psychologiquement ça puisse suivre. Donc, voilà. Et la méthode du cycle des graines, le seed cycling, c'est une des méthodes dont je parle dans l'un des modules de l'Aménorrhée Academy justement, et j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour expliquer exactement comment ça fonctionne. Donc je vous inviterai, si vous voulez, aller directement sur ma chaîne YouTube
et Alexandra Portail. Vous trouverez la vidéo sur le site, le cycle des graines, je l'ai appelé cycle des graines. Et en fait, ça repose sur le fait qu'on consomme 4 graines. Donc il y a la graine de courge, la graine de sésame, la graine de tournesol et la graine de lin qui ont des effets différents sur la santé, notamment au-delà du fait qu'elles apportent des protéines et des oméga 3, notamment pour les graines de lin. Il y en a certaines qui vont plutôt avoir tendance à soutenir la sécrétion des œstrogènes, l'autre plus la sécrétion de la progestérone. Et donc forcément, en fonction de leur action spécifique, on va les prendre à des moments donnés du cycle de la femme, d'où le cycle des graines. En général, en fait, c'est pas en général, c'est qu'on va mettre en gros deux types de graines sur le premier cycle menstruel et les 2 autres sur le deuxième partie du cycle menstruel, en prenant 1 à 2 cuillères à soupe en tout. Alors, cette méthode-là, comme je dis dans la vidéo, elle n'a pas été prouvée scientifiquement. Elle a été prouvée par expérience, en fait. Voilà, c'est une validation expérientielle et non pas scientifique. Après, en soi, c'est pas une méthode néfaste, quoi qu'il arrive, puisque le fait de manger, d'intégrer un maximum de graines dans son alimentation ne peut qu'avoir que des effets bénéfiques sur la santé. Donc en soi, voilà, je dirais pas que c'est le miracle pour faire revenir son cycle, mais ça permet effectivement de faire regagner en vitalité, peut-être de réenrichir son corps en protéines et en gras, donc nécessairement ça va contribuer à un retour de cycle. La problématique de ce cycle de graines, comment moi je l'utilise par exemple, ou comment je peux être amenée à le conseiller, la problématique c'est qu'en fait comme ça fonctionne en collaboration, enfin en corrélation avec le cycle menstruel, si on est face à une aménorrhée due à une absence de cycle, c'est compliqué de savoir si on est en phase folliculaire ou en phase lutéale. Donc en fait, ça ne fonctionne que, par exemple, sur des aménorrhées où on a encore un cycle menstruel qui fonctionne, mais tellement irrégulier qu'en fait, on a des périodes d'aménorrhée. Sur l'aménorrhée hypothalamique, comme on n'a pas d'ovulation, on n'a pas de cycle en fait, moi ce que je propose en fait, c'est de se procurer ces 4 graines, d'en mettre dans un bocal et d'en manger 2 cuillères à soupe par jour, les 4 en fait. Quoi qu'il arrive, ça vient revitaliser le corps et ça vient faire un bon soutien alimentaire. Oui, ça ne peut pas faire de mal quoi en fait. Et dans le cas où on a un cycle régulier, qu'on n'a aucun problème de ce côté-là, est-ce que c'est quelque chose, une méthode qu'on peut incorporer à notre vie en tant que femme tout simplement pour soutenir le corps et faire en sorte que tout se passe bien? Au contraire, comme je disais, il n'y a pas de mal à consommer ces graines, bien au contraire. Donc oui, forcément. Après, est-ce qu'on veut vraiment suivre le cycle en tant que tel, en prenant telle graine à tel moment ? Chacun fait ce qu'il veut par rapport à sa charge mentale. Moi, j'ai envie de dire déjà d'intégrer ces graines et plus de graines à son alimentation, c'est déjà bien. C'est déjà une très bonne chose. Bah oui, j'avoue que ça me réconcilie avec la méthode, ce que tu viens de dire, de mélanger en fait les 4 graines et voilà, de les prendre ensemble, parce que pour avoir vécu vraiment l'hypercontrôle, etc., moi c'est des trucs, maintenant je suis vraiment allergique. Et pareil, la naturopathie, moi aussi je me suis formée à la naturopathie pendant 2 ans. Après c'est vraiment devenu quelque chose que mes troubles alimentaires ont utilisé pour se renforcer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de mal avec tous ces trucs un peu de règles alimentaires. Au final, ça revient vraiment à appliquer des règles. Alors il y a des personnes pour qui ça passe très bien, dans le quotidien, c'est pas du tout une charge mentale. C'est devenu, j'imagine, un automatisme. Elles savent très bien à quelle période elles consomment telle graine. Et voilà, comme on prendrait des compléments alimentaires, par exemple, c'est pas une charge mentale, mais pour moi, c'en est une. Et du coup, cette façon de faire, oui, de mélanger les 4, là, ça me parle plus. Donc, je te remercie pour cette piste-là. Et alors, oui, justement, pendant qu'on est sur la question des solutions qu'on peut mettre en place, il y a l'alimentation avec les graines, donc les protéines, les lipides aussi, enrichir son alimentation. Si l'aménorrhée découle d'une carence, de carences qui proviennent de restrictions de troubles alimentaires. Donc on a ce pan-là de l'alimentation avec lequel on peut jouer. Est-ce qu'il y a d'autres choses assez simples en dehors de la sphère médicale ou en dehors de la sphère de l'accompagnement pour les personnes qui n'auraient pas forcément d'argent à investir maintenant pour se faire accompagner? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire de manière assez immédiate et simple et accessible pour commencer à poser des jalons pour retrouver un cycle, pour retrouver
des menstruations? Alors, moi, je dirais déjà, si on n'est pas sous contraception hormonale, c'est d'observer en fait les signes de fertilité. Et même si on n'a rien, eh bien, le fait de les observer, ça permet de savoir où on en est. Moi, quand j'étais en aménorrhée et que j'avais pas du tout de cycle, eh ben, je faisais en sorte de commencer à mettre en place ces réflexes où à chaque fois que je vais aux toilettes, je regarde ma culotte, voir s'il n'y a pas un peu de glaire. Est-ce qu'il n'y a pas un peu plus de glaire ou pas? Parce qu'en fait, c'est le premier signe de fertilité. Et avant que les menstruations arrivent, ça peut mettre beaucoup de temps. Mais par contre, si on a commencé déjà à revoir sa relation à son alimentation, renourrir son corps, eh bien, du coup, on peut avoir déjà des effets sur le corps, ne serait-ce qu'avoir une fertilité qui commence à redémarrer, une sécrétion à certaines hormones qui commence à redémarrer, peut-être qui reste insuffisante pour mener jusqu'à l'ovulation, donc aux menstruations, parce qu'on n'a pas de menstruation tant qu'on n'ovule pas. Par contre, on peut quand même commencer à rentrer en cycle folliculaire sans ne jamais ovuler parce qu'on n'a pas encore atteint ce seuil d'hormones nécessaires pour ovuler. Pour autant, le fait de rentrer en cycle folliculaire avec une sécrétion de pertes vaginales qui peuvent peut-être devenir de plus en plus abondantes, c'est un signe qu'il y a un truc qui redémarre dans le corps. Et ça, c'est ultra motivant. Donc de commencer à observer son cycle, notamment ses pertes, ses bouffées de chaleur, un petit bouton, célébrer un petit bouton qui arrive sur le visage parce que potentiellement c'est un truc une digestion un petit peu différente, ça peut être des choses qui sont signes qu'il y a un truc qui se passe, qui redémarre dans le corps. Après, c'est se questionner sur nos dépenses énergétiques. Il n'y a pas uniquement ce qu'on avale et ce qu'on ingère, mais il y a aussi tout ce qu'on dépense, parce que c'est bien beau de se dire j'avale plus, mais si en contrepartie on se dépense plus, derrière la balance elle est toujours aussi négative. Donc moi ce que j'invite à faire, c'est faire une liste très honnête de toutes nos dépenses énergétiques. Et je parle pas de sport, je parle de tout ce qui nous dépense. Donc ça veut dire tout ce qui nous fatigue. Donc ça va effectivement de la séance de sport à la balade de mon chien, à le ménage que je fais tous les jours, j'emmène mon enfant à l'école, à pied, je vais au boulot à vélo, tout en fait, tout ce qui peut dépenser de l'énergie. Et en fait, prendre conscience que cette liste, et parfois, elle est ultra longue. Donc je ne demande pas derrière de quantifier le nombre de calories auxquelles ça correspond. C'est juste qu'en fait, globalement, on va se rendre compte que des fois, la liste, elle est très, très, très importante et qu'il y a, de toute façon, encore une fois, un trou dans la raquette en termes de dépenses apport énergétique, en effet. Et puis après, sur les notions de séance de sport, c'est aussi se dire... moi, ce que j'ai fait, et ce qui est complètement gratuit pour aussi de voir et de se recréer une relation un peu plus saine avec le sport et pas en faire un outil de dépense et de souffrance pour mériter son assiette de pâtes parce qu'on a décidé qu'on allait réintégrer des pâtes dans son alimentation. Moi, c'est par exemple essayer d'enlever un petit peu de contrôle. Et pour enlever du contrôle, je me suis dit, j'arrête de planifier des séances de sport à l'avance en me disant le lundi c'est haut du corps, le mardi c'est abdos, le mercredi c'est course à pied, nanana. Et quoi qu'il arrive, quel que soit mon état de forme, je fais ça parce que je suis hyper dans le contrôle, j'adore le cadre et je le fais, machin. C'est ok, je rassure mon esprit. Alexandra, tu vas bouger tous les jours comme tu le souhaites. Mais d'abord, tu fais un scan corporel. D'abord, tu te poses. Tu écoutes ton corps le matin. Tu écoutes comment il se sent. T'as mal quelque part, t'as mal aux fesses, et aujourd'hui, tu fais pas ta séance de fesses, tu fais autre chose. Et de quoi tu as vraiment besoin? Aujourd'hui, j'ai besoin de faire peut-être un peu de renforcement, mais doux, sans haltère. Et en fait, peut-être 30 minutes, et pas 45. Donc en fait, c'est jouer entre je rassure mon esprit et mon corps pour assouvir son besoin de mouvement, et encore une fois, on a besoin de mouvement aussi pour bien fonctionner. C'est là où moi, la méthode all-in, elle était compliquée pour moi, parce que je n'étais pas prête à renoncer à ce pilier de l'hygiène de vie qui était nécessaire. Pour autant, je savais que j'avais quand même une problématique avec le sport. Donc, c'est de se dire, aujourd'hui, je vais faire une séance plus de renforcement sans poids de corps. Et donc, en fait, en adaptant la séance au jour le jour, que ce soit en intensité, en type de sport et en durée, en fait, au global, ma dépense énergétique, elle a tout de même diminué,
tout en le vivant super bien en fait, parce que mentalement j'ai assouvi mon besoin de faire bouger mon corps, mais de manière plus raisonnable et plus raisonnée. Ouais, je comprends bien. Enfin, je vois bien la différence avec la méthode All-in, et c'est vrai que, tu vois, j'avais pas trop l'idée vraiment concrète de ce que c'était, quoi. Enfin, juste une vision, mais pas telle que tu me l'as expliqué en tout cas. Et c'est vrai que maintenant je me dis waouh, mais ça me semble vraiment très compliqué quoi à appliquer quand on est vraiment dans les troubles alimentaires depuis des années. Et je pense que ça peut même être contre-productif pour une personne qui a l'habitude de faire beaucoup de sport, de la couper de ça, parce que on sait très bien que c'est aussi une manière de libérer certaines émotions, d'apaiser du stress, de l'anxiété, etc., de bouger. Donc ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de venir apporter de la flexibilité à notre manière de bouger, de la nuance, et pas passer du tout ou rien dans un sens avec le sport qu'on arrête, et avec l'alimentation de complètement lever les barrières des restrictions, etc., quoi. Alors oui, ça peut être plus compliqué, mais il y a aussi des femmes, et j'en rencontre, pour qui ça a été libérateur de passer du tout au rien. Parce qu'en fait, c'était plus des personnes qui avaient besoin de vraiment arrêter, et en fait, une fois le déclic passé, elles se sont autorisées à ne rien faire, et c'était plus un soulagement qu'autre chose. Et du coup, la partie émotionnelle, elles se sont plus libérées émotionnellement par d'autres types de pratiques, parfois artistiques par exemple, et ça répondait à leurs besoins de défouloir émotionnel. Moi, où je le vois par exemple de manière indirecte, pas des personnes qui ont voulu appliquer la méthode All-in, mais indirectement c'est un peu ce qu'elles ont fait, c'est des personnes qui effectivement malheureusement, excès de sport, ostéoporose, fatigue, fracture. Et bah quand tu as une fracture et que tu es complètement immobilisé, tu passes du tout au rien. Et il y a des personnes qui ont repris de la vitalité parce qu'elles ont été immobilisées. Alors malheureusement c'est compliqué au début, mais après au fur et à mesure elles se sont rendues compte que ce repos forcé avait été très, très bénéfique pour elles. Donc voilà, ça dépend vraiment des femmes, des personnes, ouais. Ouais, oui, ça dépend vraiment d'où on part et de chacun, quoi. Mais en tout cas, faut pas s'arrêter vraiment. Si je peux pas appliquer la méthode All-in parce que ça me semble trop de changements d'un coup, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres solutions. Il y a un entre-deux aussi, et c'est tout à fait possible d'arriver à quelque chose, à une guérison des troubles alimentaires et aussi de l'aménorrhée, en étant dans le juste milieu, en fait. Très bien, on arrive à la fin. Est-ce que tu as un dernier conseil que tu aimerais peut-être donner aux femmes qui nous écoutent, qui seraient sujettes à l'aménorrhée, ou un petit conseil, un petit mot aussi peut-être d'encouragement ou autre? Alors déjà le premier conseil, si vous voyez que vous n'avez pas de menstruation et du coup que vous souffrez d'aménorrhée et vous ne savez pas d'où ça vient, première chose, diagnostiquez votre aménorrhée. Essayez de voir ce qui provoque cette partie visible de l'iceberg et ne pas se rester focalisé sur « il faut que je saigne » parce que ce n'est que la conséquence derrière positive de l'achèvement de la réparation et de la guérison. Et sans savoir ce qui a provoqué son aménorrhée, derrière, en fait, on ne peut pas savoir ce que l'on peut faire. Encore une fois, je le rappelle, une aménorrhée engendrée par un SOPK ne s'accompagne pas du tout, mais vraiment pas du tout de la même manière qu'une aménorrhée hypothalamique. Donc voilà. Et pour se faire diagnostiquer, c'est essayer de se faire accompagner par les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes avec qui ça passe bien. Et on n'est pas marié avec nos médecins. Encore une fois, on n'est pas marié avec nos naturopathes. Moi, je dis souvent à mes clientes, je regarde leurs doigts, je fais, mais je vois pas d'alliance ici avec votre naturopathe mais naturopathe, médecin, gynéco. Si ça passe pas, s'il n'y a pas une entente, s'il n'y a pas une compréhension, je sais que ça peut être compliqué dans certains secteurs, j'y suis, de trouver un médecin et de changer de médecin, mais ça fait partie c'est notre première action quand on veut devenir actrice de sa santé, c'est de choisir par qui on se fait accompagner. Donc ça, c'est pour moi, c'est important. Et ensuite, pour le soutien, déjà d'une part, l'aménorrhée, c'est important de se faire accompagner. C'est important de retrouver un cycle. Par contre, ce n'est pas irréversible. Même si ça fait moi, j'ai souffert pendant plus de 10 ans et j'ai retrouvé un cycle. Donc, j'ai un cycle qui est sensible. J'ai encore des périodes d'aménorrhée. Sauf que maintenant j'en ai conscience et je sais tout de suite agir, et pour moi c'est miroir de la santé, et du coup je fais toujours une rétrospective sur Alexandra, qu'est-ce qui s'est passé là,
quel est le grain de sable qui a foutu la merde pour que ton cycle se redérègle encore. Et donc du coup, je ne suis plus sujette à 10 ans d'aménorrhée, mais je sais que pour moi, mon cycle est sensible et voilà. Donc ce n'est pas irréversible. Et parlez-en, mais si surtout vous avez besoin de soutien et si surtout vous avez besoin de vous sentir soutenu, mais de manière passive, mais ça a vraiment un énorme impact, c'est effectivement le podcast. Franchement, la playlist No Cycle de mon podcast, je fais une pub, mais parce que, en fait, encore une fois, je me rémunère pas dessus et c'est que des témoignages de femmes qui interviennent et je les remercie, mais des milliards de fois parce que c'est super poignant et elles aident beaucoup de personnes, ne serait-ce qu'à partager leur histoire. Donc n'hésitez pas à aller écouter, il y a je crois une vingtaine à peu près ou un peu moins de 20 témoignages déjà, donc il y en a encore qui arrivent, donc voilà, c'est vraiment très, très aidant ces émissions-là. Et voilà, et sinon, moi, Emma, j'ai quand même une question pour toi parce que si on enregistre ce live en podcast qui va être diffusé sur mon émission, je me suis présentée au début, mais toi, tu ne t'es pas présentée. Alors du coup, j'ai besoin que tu te présentes pour que quand je récupère ta bande-son, j'ai ta présentation dans mon podcast. Je pense que ce qui va le plus intéresser les personnes, donc je m'appelle Emma et je suis psychopraticienne, sophrothérapeute et spécialisée dans l'accompagnement des troubles alimentaires. Et j'ai créé le compte Instagram Ton corps te parle. Il y a aussi le blog sur lequel il y a pas mal de ressources. Donc ça, c'est pour l'aspect pro. Et pour l'aspect perso, je suis très touchée par tout ce qui touche à la santé des femmes et tout ce qui est tabou et l'errance médicale aussi. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai créé ces lives sur Instagram où on a déjà parlé de la ménopause, des problèmes autour de la thyroïde, on a parlé du vaginisme, du lipodème aussi. Donc voilà, ça c'est un sujet vraiment qui me porte énormément. Donc c'est pour ça, fais la pub pour ton podcast, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est des ressources très très puissantes. En fait, tous ces espaces de parole où les femmes se retrouvent entre elles, c'est pour ça aussi que je facilite des cercles de parole, parce que je trouve que c'est vraiment un outil puissant, en fait, des endroits où on se retrouve, où la parole est libérée, où on se sent moins seul, où on entend des témoignages qui font écho avec notre vécu, ou pas du tout, mais qui nous permet aussi de prendre du recul et de se dire qu'il y a des solutions, qu'il y a des personnes qui y sont arrivées. Ça donne beaucoup de motivation, ça donne de l'espoir. Donc voilà, c'est un peu le pourquoi de ces lives, et je pense que c'est aussi un peu le pourquoi de tes podcasts et de ce que tu veux faire par la suite, que tu nous expliquais tout à l'heure avec l'Aménorrhée Academy, les rencontres entre femmes, etc. Donc voilà pour ma part. Super, merci beaucoup. En tout cas, merci de ton invitation pour ce live. C'était super intéressant de pouvoir d'échanger avec toi aussi, et puis d'être face à des questionnements comme ça me permet aussi moi d'adapter mon discours aux différents publics. Donc puis c'est toujours très passionnant pour moi de pouvoir parler de ce sujet une énième fois, parce qu'on n'en parle pas assez encore. Voilà. Je te remercie en tout cas encore, et puis voilà, je vais mettre le live en replay parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des petits mots en MP pour me dire je pourrais pas regarder mais je verrai en replay. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, aussi bien des femmes parce qu'elles connaissent le sujet, elles le vivent, mais aussi certaines de mes consoeurs thérapeutes et voilà, qui ont aussi à cœur d'aider les femmes et qui s'intéressent à tous les sujets en lien avec la féminité. Donc je vais mettre cette précieuse ressource en replay de ce pas. Et puis voilà, je te remercie. Merci à toi Emma, et puis merci aux personnes qui étaient aussi là en direct. Et puis si a posteriori vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, je suis disponible sans souci. Nous sommes arrivés à la fin de ce nouvel épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura plu, inspiré, voire chamboulé. Ce podcast te plaît, parle-en à toutes les femmes qui t'entourent, mères, sœurs, amies, collègues, pour qu'elles puissent à leur tour se sentir envahies d'émotions vibrantes.
mais aussi à t'y abonner et à le soutenir avec une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Retrouve également tous les autres récits d'éclosion sur la plateforme d'écoute de ton choix ou sur le site hygiènedevie.fr.